Bonjour, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui m'intrigue beaucoup et qui m'intéresse. Il s'agit des ondes scalaires. Quelles sont leurs applications dans la vie de tous les jours? Qu'est-ce qu'une onde scalaire d'ailleurs, pour commencer? Et pour en parler, j'ai invité Richard Hackel, qui a travaillé à des postes directoriaux pendant de très longues années. Il a été aussi dirigeant d'une société privée d'aviation. Il va nous parler donc de ces ondes scalaires, ce qui l'a amené à s'intéresser à ces ondes. C'est un événement tragique qui a bouleversé sa vie. Depuis, il se pose un peu en expérienceur. Bonjour Richard, pouvez-vous nous parler de ces ondes scalaires? Oui, bonjour Elisabeth, bonjour à tous et merci de m'accueillir. Oui, je me qualifie en tant qu'expérienceur car selon la définition du dictionnaire, c'est une expérience de mort imminente, dite EMI. Espérons que nous obtiendrons l'EAI, ça veut dire l'expérience d'amour imminente. Et je dirais plutôt une expérience de mort imminente, mais nous mourrons sans cesse. Nous mourrons sans cesse à chaque seconde de nos vies. C'est ainsi que je me qualifierais puisque c'est indéfinissable à la norme de la société. Nos cellules meurent et j'ai voulu faire peut-être, avant de parler des ondes scalaires à proprement parler, et notamment de celui qui les a découverts, donc je parle de Tesla, j'aimerais donner quelques références qui sont liées à la personnalité de chacun, défendant légitimement leur précaré comme des conférenciers dans les domaines tels que la physique quantique, les neurosciences, la systémique ou plus simplement l'énergie. J'ai voulu faire une synthèse. Je suis expérienceur, oui, parce que je ne suis pas établi professionnellement, mais je suis aussi un globaliste. Et en fait, pour expérimenter cette vie, celle qui m'occupe, j'ai voulu toucher à plusieurs domaines. Et j'en fais une synthèse pour moi et peut-être, j'espère en tout cas pour vous. Et j'ai pris en particulier trois références, trois, même un petit peu plus, quatre, parmi tant d'autres, hein, parce que j'ai beaucoup travaillé sur cette manière d'être, cette manière de faire, essayer de me trouver, de me chercher, d'être qui j'étais, de savoir qui j'étais. Ça, c'était vraiment important pour moi, étant perdu dans un monde que je ne reconnais plus particulièrement depuis 3 ans, et vous comprendrez les raisons pour lesquelles, et notamment Franck Lebvet, qui m'a donné un regard sur la vie qui était tout à fait particulier, puisqu'il a un regard décalé par rapport à ça. Natacha Lacaille-Estrémé, puisque Natacha a un système qui allie en quelque sorte l'énergétique et le chamanisme, l'épigénétique et le chamanisme, et puis Tesla et Sergueï Koltsov, qui a repris la découverte de Tesla, et notamment sur l'aspect des ondes scalaires, fournissant des plaques, on va le voir un peu plus tard, qui émettent des ondes scalaires, la source de vie en quelque sorte, ce qui nous permet de vivre actuellement au sein de nos cellules. Je vais commencer par les cellules pour avoir une vision d'ensemble de l'utilité de ces ondes scalaires. D'accord. Alors, toute énergie est vibratoire, fréquentielle dans l'univers, et notre rayonnement des particules qui constituent notre corps, identifiées comme des cellules, nous permettent de vivre et sont alimentées par les ondes scalaires. Je vais l'expliquer plus longuement après. Une cellule est composée de 99,99% d'énergie et d'information, le reste étant le noyau. Pour bien comprendre l'usage et la destination d'une onde scalaire, il convient de parler de génétique, ou plutôt d'épigénétique préalablement. Épigénétique signifiant au-dessus des gènes. D'accord? Dans l'ancienne version ou connotation en fait des découvertes que les chercheurs avaient opérées, c'était les gènes qui contrôlaient notre environnement. Désormais, c'est l'épigénétique qui contrôle les gènes et la manière dont nous répondons au monde. C'est important de le savoir. Je suis, vous êtes, donc celui qui contrôle mon environnement, et nous ne sommes pas victimes de nos gènes, contrairement à ce qu'on a cru jusqu'à maintenant. Nous possédons 50 000 milliards de cellules et de manière empirique, cela donne 50 000 milliards de dysfonctionnements cellulaires et donc de maladies. C'est notre potentiel d'état d'être, en tout cas physique. Donc des signaux sont envoyés à la cellule et contrôlent notre génétique. Tout va dépendre de notre négativité qui peut évidemment nous tuer. Je vais expliquer ça de la manière suivante. On prend une cellule souche.
qui peut devenir n'importe quoi. Une cellule se double tous les 10 heures et toutes les cellules, on les met dans une boîte de pétri. Une boîte de pétri, pour l'imager, c'est une petite boîte en plastique dans laquelle on va mettre quelque chose de chimique, enfin, on va la mettre dans un environnement. Donc, on les met dans une boîte de pétri. C'est ce que l'on appelle un clonage. C'est le principe du clonage. En une semaine, on obtient environ 30 000 cellules et toutes génétiquement identiques. Donc, ont toutes le même patrimoine génétique. On les sépare, par exemple, en 3 boîtes. Quand on les place dans un milieu de culture, c'est le laboratoire du sang, pour ce qui nous concerne en tant qu'humains. Et donc, en changeant la chimie, donc son environnement, on obtient une boîte avec des cellules de muscles, par exemple, une deuxième avec de l'os et une troisième qui est une cellule graisseuse. Voilà. C'est le milieu de culture qui a changé. Ce qui contrôle la vie est l'environnement et non pas l'inverse. D'accord. Qui contrôle la chimie dans notre corps? C'est le cerveau. C'est lui qui va être le détonateur, en fait, de ce que nous sommes constitués. Le cerveau, lui, va traduire des images en chimie complémentaire. On parle de chimie complémentaire. Il y a la chimie de base et la chimie complémentaire qui va être impulsée par le cerveau. C'est la raison pour laquelle vous délivrez de l'ocytocine, du cortisol, de la dopamine et tous ces éléments-là, ces neurotransmetteurs qui vont alimenter vos cellules de manière naturelle. Quelle est donc, en spiritualité, si on pouvait dire, quelle est votre boîte de pétri dans notre maison, notre village, notre nation? Qui est le chimiste de cet équilibre en se posant la question qui a créé la première particule? On peut trouver, par exemple, on peut faire, ça se voit au CERN, où on cherche en fait l'origine du monde, le Big Bang, et ainsi de suite. Mais quand on aura trouvé tout ça, finalement, il faudra trouver Dieu. Parce qu'on n'aura pas trouvé, on aura peut-être retrouvé l'énergie physique, mais aura-t-on trouvé Dieu? Non. Il faudra se poser quand même cette deuxième question. Que suis-je en train de dire? C'est que finalement, on dépense de l'argent pour rien. C'est mon avis et c'est purement personnel. Voilà, il y a peut-être autre chose à faire, surtout dans la situation actuelle, si je peux me permettre cette parenthèse. Alors moi, je l'appellerais, cette première particule, je l'appellerais Dieu. Elle est cette force non scientifique qui nous a créés, ne mettant pas un œil à la place du gros orteil. Et j'en arrive donc à la pensée. La pensée répond à un égrégore ou à un système d'appartenance. Vous n'avez pas la même pensée dans une discothèque que dans une église. Actuellement, ce sont des égrégores de guerre qui animent le collectif, car nous sortons d'un cycle de 26 000 ans d'âge rempli de guerres et de conflits. En préambule, j'aimerais quand même repréciser, seuls 5% de vos pensées vous appartiennent. Les 95% restants viennent de l'extérieur, donc du collectif et des égrégores, ce qui fait très peu. Ça veut dire que, en fait, tout ce que je suis en train de vous expliquer ou de mettre en évidence répond à mon éducation, répond à mes parents, répond à mon environnement, répond à mes apprentissages et ne répond pas de moi en termes de pensée individuelle, puisque de toute façon, vous avez remarqué, il n'y a plus d'intellectuels. En tout cas, je suis issu d'une génération qui ne fait plus apparaître d'intellectuels, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ce qui veut dire qu'on a repris, on est en bout de cycle, et qu'on a repris 95% de tout notre environnement social, politique, économique et tout ce qui va avec. Donc 5% nous appartiennent. Je vous laisse détecter les 5% qui m'appartiennent dans tout ce que je vais vous expliquer maintenant. Ce que je veux vous dire, c'est que si je vous regarde en conscience maintenant, je capte de chez vous, dans ma conscience, 2000 bits seconde ou information seconde. Pendant ce même temps et au fur et à mesure que je vous parle, je vais capter d'autres informations qui résultent du champ informationnel, de mes connaissances, du champ, ce qu'on appelle le champ informationnel quantique, et aussi transgénérationnel. Ça veut dire que je suis le condensé et la résultante de tout ce que mes générations auparavant ont vécu et qui m'ont transmis de manière mémorielle. Et là, moi, ça m'interroge à titre personnel parce que je suis pas sûr que c'était la bonne manière, mais enfin, c'est ainsi que ça se passe.
Et donc, il y a des interférences et des pollutions ne répondant pas nécessairement à la norme de la vie. Et c'est cet inconscient que je reçois. Et dans ce parallèle, pendant que je suis en train de capter, de vous regarder ou de regarder ce que j'ai devant moi, je capte 2000 bits seconde, 2000 informations seconde. Et pendant le même temps, je capte 400 milliards d'informations secondes dans mon inconscient. Et à partir de ce moment-là, dans ces 400 milliards, va venir se greffer le collectif. Je vais le résumer très brièvement, mais finalement, j'ai la température, il y a ce que je regarde en face de moi, il y a ma condition d'être, il y a mon cœur qui bat, il y a plein d'autres choses qui viennent sur le plan informationnel et sur le plan émotionnel m'impacter directement. Et c'est ce qui est générateur des maladies et des situations de votre vie. C'est le champ informationnel, l'aura en quelque sorte, qui est autour de vous, qui va capter toutes ces informations qui en conscience n'apparaissent pas, mais qui finalement vont créer votre vie. Donc, ce qui veut dire que c'est très peu. Donc, pouvons-nous dire que nous créons notre vie à partir de 5%, alors que nous sommes tributaires de notre environnement et de tout ce que nous ressentons, surtout à titre inconscient. Je vais l'imager. Ce qui revient à dire que vous avez une tour Eiffel à côté d'un Playmobil. Ça, c'est votre conscient. Le Playmobil est votre conscient. Je l'image ainsi. De l'autre côté, vous avez une tour Eiffel. Notre problématique que nous rencontrons, c'est que souvent, ça devient évidemment ingérable. Puisque vous vibrez votre totalité vibratoire, vous ne pouvez pas vibrer que votre conscient. Ça, c'est impossible. Vous vibrez le moi, le surmoi, la conscience, l'inconscience et probablement d'autres plans que vous n'imaginez pas ou qui ne sont pas portés à notre connaissance. Voilà. Et donc, cet inconscient est, par définition, doit rester inconscient. Et il va le rester du reste. Vous ne pouvez pas englober la totalité de ce que vous recevez sur le plan informationnel du champ quantique. Alors, comment ça se passe une pensée? Elle arrive, cette pensée est un signal ou une lumière informationnelle de faible intensité, très faible intensité, captée par la glande pituitaire, qui, si on y porte attention, va se densifier dans la glande pinéale. Ça, c'est au niveau de votre cerveau. Puis, enfin, elle va passer dans le système nerveux central pour créer une émotion. Donc, on a bien ce schéma pituitaire, faible intensité. Ensuite, elle va passer dans la glande pinéale dès lors que vous allez y attacher une importance. Elle va se densifier. Tout est lumière, je dirais même son, mais sans rentrer dans les détails, on va dire une lumière informationnelle qui va se densifier, puis finalement passer dans le système nerveux central pour créer une émotion. Comment dire? C'est une friction énergétique dans vos canaux énergétiques du corps constitué que vous êtes. Or, on peut dire que, à l'arrivée, quand c'est passé dans le système nerveux central, vous allez avoir des émotions de tristesse qu'on va pouvoir qualifier, quantifier. Par exemple, la peur, on sait la mesurer, elle est de 0,5 Hertz ou, par opposition, l'amour inconditionnel à 250 Hertz. Entre les deux, donc, il y a une pluralité de fréquences. Oui. Et donc, un sentiment est l'association de l'émotion et de la pensée. Soit vous rejetez l'émotion en la mettant sous le tapis, elle va s'enquister dans vos cellules au fil du temps, soit vous la vivez. Je vous recommande vivement de la vivre, mais c'est vrai que c'est pas facile parce que on n'est pas dans cette nature-là et que la vie sociale ou la norme sociale ne nous permet pas de les vivre ouvertement. C'est pourtant ce que nous devrions faire. C'est ainsi que nous déclenchons des maladies et des conflits. Soit dit en passant, si vous êtes en conflit avec quelqu'un, vous avez 21 jours pour régler le conflit, car l'énergie de discorde est encore en mémoire courte. On parle de neurosciences là, hein. Et après 21 jours, cette mémoire va passer en mémoire longue et vient s'enquister dans vos cellules pour la rendre dysfonctionnelle. Et par là même créer une charge émotionnelle sous-jacente qu'il faudra épurer au risque de créer une maladie, un accident ou toute autre chose. Est-ce que c'est clair pour vous? Très intéressant. Mais après, il faudrait savoir comment épurer. Tout à fait, Elisabeth, on va y arriver gentiment. C'est la raison pour laquelle les personnes passent leur vie sous antidépresseurs. C'est donc la conscience ou l'évolution de conscience qui va intervenir dans le mode de compréhension de notre propre nature et de qui nous sommes.
Il convient donc d'épurer ces énergies par la conscience et la connaissance. Pas d'épuration, pas de conscience. On ne peut pas être conscient de ce que l'on n'a pas épuré. On souffre de nos croyances et connaissances. Le revers de la médaille, c'est l'ignorance qui se compose de deux sous-ensembles, d'accord, qui est l'aversion. L'aversion, c'est rejeter ce que l'on a. Par nature, on est constitué comme ça. Nous sommes des humains. Et souvent, ce que l'on a, on le rejette. Donc, il faut bien voir que cette ignorance dont je parle, ce n'est que l'ignorance de nos deux problématiques, qui sont les deux faces d'une même pièce, c'est l'aversion et l'avidité. En comprenant ça et en le ramenant au conscient, notamment sur l'avidité, où on veut ce que l'on n'a pas, et l'aversion, on rejette ce que l'on a, rien qu'en ne comprenant que ça, on peut déjà avancer et ça met quand même les choses un petit peu à plat. Et ça soulage, en quelque sorte, puisqu'on connaît la cause et on ne traite pas les conséquences. Ainsi, une maladie résulte de nos émotions et perceptions. Toutes les maladies sont informationnelles. Je répète, toutes les maladies sont informationnelles et émotionnelles. Et du reste, tout ce qui vous arrive dans votre vie, parce que vous allez finir par l'attirer. Ce que vous envoyez ou rayonnez, vous le recevez dans le champ informationnel quantique, répondant à vos vibrations, ce que l'on a vu tout à l'heure, qui était l'association de votre conscient, Playmobil, et votre inconscient, la Tour Eiffel, pour l'imager. Une maladie, si maintenant on le prend dans un autre sens, une maladie est une réparation d'une charge émotionnelle créant des foyers de Hammer. Donc, quand je parle du docteur Hammer. Ce sont des foyers de Hammer qui vont se greffer dans votre cerveau. C'est des cercles concentriques que l'on peut voir à l'IRM, comme une sorte de vase. À chaque émotion que vous avez, si tant est que vous y portiez intérêt, ça peut être un chômage, ça peut être un accident, ça peut être la perte d'un enfant, ça peut être plein de choses comme ça, qui font qu'à un moment donné, vous allez créer ces foyers de Hammer visibles à l'IRM, et quand ça déborde, le cerveau a deux solutions. Et vous allez voir que le cerveau va très vite pour décider de ce qu'il faut faire. Puisque, je fais une petite parenthèse, le cerveau modélise à la vitesse de 10 puissance 16 par seconde. Donc, il ne met pas très longtemps à décider de ce qu'il doit faire. Ce qui, je continue ma parenthèse, ce qui nous amène à penser que si vous modélisiez, si votre cerveau modélisait de manière inférieure, à 10 puissance 10 par exemple, l'ordinateur que vous avez devant vous ou votre portable serait tout mou. Vous ne pourriez pas le modéliser. On peut se poser la question aussi, pourquoi certaines personnes voient des choses que nous ne voyons pas dans notre humain? Ça veut dire qu'il y en a qui ont des apparitions, ou qui ont des choses comme ça, du monde ou de ces mondes parallèles. Et on peut se poser la question, est-ce qu'ils modélisent pas à un temps donné un peu plus vite que les autres? C'est une question. Je continue. Je reviens sur les foyers de Hammer qui sont créés chez vous en fonction des émotions et des circonstances de votre vie. Le cerveau va décider très vite. Soit il se met en mode survie, soit il fait mourir le corps. Donc, plutôt que de faire mourir le corps, puisque nous avons un mode de survie qui s'appelle l'ego, il va tout simplement pointer sur le système ou l'organe le plus faible du corps. Et c'est la raison pour laquelle on dit le maladie, la maladie. Mais la maladie est une réparation et non une fatalité. Et l'on accentue ainsi les échéances. Finalement, quand on le considère comme une maladie ou une fatalité, on accentue les échéances douloureuses, voire fatales pour la personne en question. Donc, en résumé, la maladie traduit toujours la cause et la charge émotionnelle accumulée durant des années. Ainsi, on distingue trois niveaux de notre réalité. Si nous étions toujours dans le bon mode, ça veut dire le premier niveau que je vais expliquer après, nous n'aurions pas de maladie et rien ne nous toucherait sur le plan émotionnel et donc cellulaire. Le premier niveau, c'est le premier niveau fondamental de la réalité. C'est l'endroit où vous êtes à la norme de la vie sur cette terre. Et là, on est vraiment dans l'éveil. C'est après qu'on vient polluer nos vies, après être né. Et la première pollution qu'on vous met dans la première case, c'est votre prénom. On est vierge de toute pollution énergétique. L'environnement
et souriant, mais la première étiquette sera votre prénom, qui va teinter le tube que vous êtes, vierge, par finalement une forme d'égrégore, une énergie qu'on vient coller sur votre front dès votre naissance. Et donc, on va assombrir votre vie. Et cet éveil, et c'est la raison pour laquelle je rejoins très très bien Franck Lebvet, qui dit finalement l'éveil, c'est à la naissance. Oui, il a raison. Pour moi, c'est aussi une évidence. Un prénom que vous allez porter pendant peut-être les 15 premières années de votre vie pour vous rendre compte que finalement, c'est une clé vibratoire que vous allez devoir vous coltiner, mais vous allez vous apercevoir à 15 ans que finalement, elle vous plaît pas. Avant, vous êtes tributaire, mais quand vous avez un petit peu l'âge de raison, vous êtes adulte, vous voyez les conséquences de cette première clé vibratoire, eh ben, ça ne vous plaît pas nécessairement. Moi, je me serais appelé Amour plutôt que Richard. Je peux vous garantir que j'aurais pas eu le même destin. Le deuxième niveau, donc, est le niveau énergétique de la réalité, avec toutes les énergies sociales, familiales, culturelles, politiques et bien sûr, prioritairement parentales, qui viennent tordre votre réalité et vous détourner de votre chemin. Si on ne vous avait rien induit, eh bien, vous vivriez votre vie telle que vous avez envie de la vivre. C'est pas le cas. Vous devez apprendre, donc finalement, à désapprendre avant le troisième niveau, qui est le niveau physique de la réalité. C'est la manifestation dans la matière du niveau énergétique de ce qui s'est passé dans les deux niveaux précédents. Vous avez votre niveau fondamental, vous avez votre niveau énergétique qui sont vos pollutions. Il n'y a pas que des pollutions, évidemment, heureusement. Il y a des choses qui vous correspondent. Pour autant, à un moment donné, à force de se condenser, à force d'être manipulé, je vais utiliser ce mot-là quand même, il va se matérialiser dans votre matière. D'accord? Oui. Et c'est là que ça devient intéressant quand on parle des correcteurs d'état fonctionnel. Parce que c'est là où je veux en arriver. Les correcteurs d'état fonctionnel sont des plaques issues de la découverte de Tesla, sur lesquelles je vais revenir à nouveau plus tard. Mais je voulais déjà en parler dans cette première phase. Ces petites plaques qui ont été fabriquées, enfin en tout cas immiscées par Tesla, fait que elles ont une information, elles émettent des ondes scalaires sur lesquelles j'arrive. D'accord. Donc, on voit très bien que nous avons trois niveaux fondamentaux qui vont créer notre réalité au travers de notre pensée. Le premier niveau, c'est le niveau fondamental, notre vraie nature. Le deuxième niveau, qui est le niveau énergétique, avec toutes les pollutions qui vont avec. Et le troisième niveau, qui est le niveau physique et qui n'est que la manifestation de nos pensées. Je vais aborder maintenant Tesla avec les ondes scalaires. Les ondes scalaires ont été découvertes par Tesla il y a plus de 100 ans et ont la particularité d'être hélicoïdales. Ça veut dire qu'elles partent en spirale. Contrairement aux sinusoïdes que nous connaissons de manière traditionnelle, à double oscillement, vous avez sans doute le schéma en tête, c'est ce que l'on voit tout le temps. Et elles ont cette particularité-là. Une sinusoïde est limitée dans sa portée et reste directionnelle, alors que l'onde scalaire n'a pas de distance, elle traverse tout, et ça c'est assez étonnant parce que par rapport à une sinusoïde qui a une direction, l'onde scalaire, elle, passe à travers les atomes. Et c'est ce qui fait qu'elle traverse tout. Et ça c'est très intéressant. Parce qu'on voit, et du reste, il y a la particule des ondes scalaires et le neutrino. Et en fait, il y a une course chez les chercheurs issus de Tesla. Vous vous rendez compte qu'il y a quand même plus de 100 ans, mais que finalement, on est en train de chercher encore, il y a encore une course aux neutrinos. C'est impressionnant. Enfin, personnellement, ça m'impressionne. Et donc, elle traverse tout. En fait, ces ondes, on baigne dedans. Ça veut dire que la Terre, nos vies sont scalarisées. Vous allez m'entendre souvent parler de « nous sommes tous scalarisés » et nous émettons des ondes scalaires. Et en fait, ces ondes scalaires, elles proviennent de la rotation de la Terre et du Soleil. Nous recevons 60 milliards centimètres carrés secondes des particules qui les composent. Ces neutrinos, c'est un élément essentiel de la vie. Personne n'en parle, ou très peu, et personne ne sait ce que c'est. Pourtant, c'est la particule des ondes scalaires. J'insiste là-dessus parce que ça a beaucoup son importance dans ce que nous allons évoquer, ce que j'évoque, notamment les correcteurs d'état fonctionnel, que je vais abréger en CEF.
Et donc, les neutrinos, ces ondes scalaires, sont en fait les transporteurs d'informations. Je vais le traduire simplement, hein, sans rentrer dans les détails, mais c'est vraiment le support de la lumière. Le support de la lumière, c'est le photon. Et vous avez un transporteur. Comme vous avez une voiture, vous en êtes le conducteur. On va l'imager comme ça pour que ce soit vraiment interprétable par tous. C'est un élément essentiel à la vie. Vous ne pourriez pas vivre sans ça. Vous en recevez 60 milliards de centimètres carrés chaque seconde. Rotation de la Terre, il y a une énergie folle, ça vient de la Terre, et du Soleil. Le Soleil n'est constitué que de ça. Tous les cerveaux du monde, ce qu'il faut savoir maintenant, et c'est là où on en vient sur l'intérêt des ondes scalaires et de cette découverte majeure pour l'humanité, tous les cerveaux du monde émettent des ondes scalaires par ce qu'on appelle le troisième œil, tous les cerveaux du monde. Donc, à chaque fois que vous pensez, à chaque fois que vous vous concentrez sur quelque chose, vous envoyez des ondes scalaires. Okay. Ce monsieur Tesla, Nicolas de son prénom, a quand même, et c'est pour ça que j'y porte un intérêt tout particulier, puisque je considère que les CEF, les correcteurs d'état fonctionnels, sont ou vont devenir, pour moi, d'utilité publique. Je vous explique pourquoi. Tesla a 800 brevets, 3 prix Nobel à titre posthume et avait inventé le moteur à énergie gravitationnelle qui utilisait des ondes scalaires. C'est les prémices de l'énergie libre. Moi, quand j'ai vu arriver les CEF, je me suis dit, ça, c'est un truc pour moi. Je savais ce que c'était une onde scalaire. Je savais ce que c'était un neutrino. Je savais comment le gérer, comment opérer avec. Et ça m'a permis d'avoir des passions, des activités, notamment dans le domaine des soins, qui me permettaient de dire, voilà, ça, non seulement c'est un génie, non seulement il a découvert ça, mais on verra que dans sa vie, ça a été largement contraint, comme on contraint beaucoup de choses actuellement. Dans ces 800 inventions, il y a quand même le Wi-Fi, et que l'énergie que vous payez actuellement avec votre compteur Linky, en fait, elle devrait être gratuite. On va le voir. Ainsi, la pensée émet une lumière informationnelle, ce qu'on appelle des biophotons, qui est la particule de lumière, d'accord, supportée par les neutrinos. Alors Tesla, dans cette découverte, finalement, pour reprendre son histoire, avant d'aborder plus concrètement les ondes scalaires, a fini ses jours quand même dans un hôtel, tellement il avait fait de belles découvertes qu'il a fini dans un hôtel à New York, et que à sa mort, le FBI et la CIA vont s'en emparer. Ils vont s'emparer de quoi? Ils vont s'emparer de ces dossiers restants, puisque en fait son laboratoire la veille avait été pulvérisé au napalm. C'est juste pour dire, ça veut dire qu'on ne voulait pas laisser de traces. Néanmoins, certaines personnes s'en sont bien occupées et ont bien gardé ce qu'il y avait à garder. Il faut savoir que dans cette période-là, il avait déjà une plaque à énergie libre, à ondes scalaires, et on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, mais enfin, les Russes ont probablement, quelques années auparavant, auraient récupéré des plaques énergétiques qu'il avait déjà en sa possession. Il faut savoir que quand je parle du moteur à énergie libre, les hindous défendus, c'est assez antinomique, mais en fait, les hindous défendus par les Chinois ont poursuivi le moteur à énergie quantique. Parce qu'il existe toujours. Il est poursuivi actuellement par les hindous. Le moteur quantique de Tesla, de son vivant, en consommant 50 watts, avait la possibilité de produire une énergie de 10 000 watts. Je vous parle de ça il y a plus de 100 ans. Qu'est-ce qu'on serait capable de faire là maintenant? Bonne question, non? Évidemment, hein. Évidemment, le FBI et la CIA vont s'emparer, donc après avoir été brûlés pour ce qui est de son laboratoire, le FBI et la CIA vont s'emparer de tout cela. Et finalement, on s'aperçoit très bien qu'il est préférable de vendre du pétrole, de l'électricité, pour les raisons que vous connaissez et que vous vivez actuellement dans votre quotidien. Les Russes vont tout de même s'en inspirer et reprendre. Et ils vont le faire, à ma connaissance, ce jour, ils vont le faire par les correcteurs d'état fonctionnels. Cette petite plaque qui donne une information. Quand je dis que les ondes scalaires n'ont pas de destination puisqu'elles sont en spirale, mais qu'il leur faut une information, c'est l'information que je vais donner ou l'information qui est dans la plaque de Koltsov, donc les correcteurs d'état fonctionnels, qui va déterminer la cible. C'est vous qui déterminez la cible. C'est vous qui donnez l'information de l'onde à l'endroit où elle doit se diriger. Est-ce que c'est clair pour vous? Oui, je trouve ça passionnant, donc je suis toute oui. Je vous en remercie. Et donc, on va voir apparaître la forme manifestée de l'énergie libre dont on parle, mais dont on ne savait pas du tout, puisque finalement, personne ne sait ce que c'est que l'énergie libre, si ce n'est qu'elle est libre. Oui, mais c'est quoi? Et c'est
et je vais le répéter 2 fois, c'est la médecine de demain. C'est la médecine de demain. Et c'est pour ça que je déclare les CEF, les correcteurs d'état fonctionnels, d'utilité publique. Je me rends compte, pas depuis longtemps, mais que finalement, ce sera indispensable à chaque personne, compte tenu de la situation de santé de nos établissements, de la politique qui est gérée, des tromperies dont nous sommes, de ce qu'on nous raconte. J'ai dit tromperie. Oui, j'appelle ça une tromperie, et je suis gentil. En France, alors, il y a plusieurs steps, mais en fait, plusieurs étapes. En France, on a le docteur Jeanne Essec qui va produire 2 colonnes produisant des ondes scalaires. Et Colsoff, les plaques, les correcteurs d'état fonctionnel, avec l'information requise pour soigner tel ou tel dysfonctionnement cellulaire que nous avons évoqué auparavant. Et c'est la raison pour laquelle je suis un expérienceur, puisque j'ai regardé un petit peu toutes ces étapes. C'est l'expérienceur que je suis qui envoie aux globalistes, on va dire, plutôt un globaliste finalement, qui envoie la bonne information après canalisation des ondes scalaires par les mains. Vous avez donc 3 formules. Vous avez Dr Jeanne Essec avec ses colonnes. Vous avez la possibilité d'utiliser des CEF à titre personnel. C'est un avantage. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer chez quelqu'un. Et vous avez le praticien, d'accord, qui lui utilise par ses mains, parce qu'il faut savoir que vous pouvez condenser dans vos mains les neutrinos en question et directement influencer la cellule. Et ça, c'est l'humain qui le fait. C'est le praticien, d'accord, qui va réharmoniser les cellules, d'accord? Oui. Alors, c'est vrai que ils ont tous leur avantage et leur inconvénient. Il est difficile et coûteux de s'acheter toutes les plaques de Colsoff avec des fréquences particulières. Vous ne pouvez pas soigner, ou alors faut acheter toutes les plaques, toutes les maladies, puisque vous avez potentiellement 50 000 milliards de possibilités d'être dysfonctionnels dans vos cellules. C'est ce qu'on avait vu au départ. Bon, heureusement, il n'y a pas 50 milliards de CEF. Il y en a déjà 100 et quelques, 100 et plus. Je sais plus, j'ai pas le chiffre, mais en tout cas pour le praticien c'est très pratique puisque en fait on peut travailler de manière holistique sur la personne et en même temps s'activer sur le point précis pour lequel la personne est venue vous voir. Oui. Voilà, d'accord? Est-ce que le praticien peut le faire à distance? Alors oui, moi à titre de passion et ayant développé effectivement cette capacité qui n'est pas un don, je le fais pas tous les jours mais presque, et notamment depuis 3 ans. Alors, on reste sur la plaque. La plaque, vous devez faire le bon choix et vous ne savez pas nécessairement ce que vous avez. Voilà. Alors que le praticien, lui, de son côté, lui, il va travailler en fonction de ce que vous lui dites. Et c'est par les ondes scalaires que vous obtiendrez le résultat avec l'information puisque vous allez le cibler. En le ciblant, l'onde arrive exactement au bon endroit. Vous ne pouvez pas vous tromper. C'est elle qui est désignée comme cible. Elle est en spirale, donc elle n'a pas de destination, sauf l'endroit où vous lui avez indiqué. L'endroit indiqué pour les plaques, c'est l'information qui est dedans, ce sont les plaques ferromagnétiques qui sont à l'intérieur. Et de l'autre côté, c'est le praticien qui lui-même va envoyer l'information de l'endroit où il doit cibler. Et il va envoyer ses ondes scalaires, ou plutôt ses neutrinos, avec l'information qui va avec. Donc, ce qui est assez impressionnant quand on pratique, et ça devient une passion. Dans cette pratique, le résultat est immédiat. Hier, j'avais 2 coudes, par exemple, avec des tendinites. C'est vraiment le sujet récurrent en ce moment. Et effectivement, la résultante est immédiate. 10 minutes par coude. Et c'est réglé. Seulement, on a tellement l'habitude dans notre culture d'aller chez le médecin, de payer cher, que finalement, ancré dans ces croyances, on va développer une manière d'être qui consiste à faut que ce soit difficile, faut que ce soit compliqué, faut que ça prenne du temps, faut que ça coûte de l'argent pour qu'enfin ça prenne de l'importance. Et c'est là qu'apparaît le praticien qui règle ça en 10 minutes. Je vous garantis que ça prend pas plus de temps. D'accord, dans la réharmonisation, et qu'à partir de ce moment-là, la personne a son résultat non seulement immédiat, que les CEF viennent compléter. Ça prend un peu plus de temps. Il n'y a pas d'intention. Il faut savoir qu'à un moment donné, elles ont leur niveau de puissance. D'accord? Alors que là, c'est le praticien qui oriente, qui monte en fréquence lui-même et qui va donner la puissance nécessaire et utile. Il faut savoir que les ondes scalaires communiquent à une vitesse supérieure à celle de la lumière. Donc c'est excessivement puissant. Et c'est la raison pour laquelle tous les chercheurs se penchent dessus. Ce qui provoque évidemment l'étonnement, voire la surprise
car nos habitudes sont tout à fait ailleurs et notre culture tout à fait ailleurs. Mais vous regardez chez les Japonais, eux, ils vont, avant d'avoir la maladie, ils vont chez le médecin, pour les médecins toute l'année. Ils font de la prévention, en fait. Ils font de la prévention, donc c'est vraiment culturel quelque part. C'est vraiment des habitudes et c'est finalement des systèmes de croyances. Je reviens quand même sur le système de pensée et la relation entre la pensée, l'information que l'on envoie par onde scalaire. Quand on pense à quelqu'un, vous allez en comprendre l'utilité maintenant, de manière plus générale, c'est que quand vous pensez à quelqu'un ou à quelque chose, vous envoyez des photons, des biophotons, qui sont des particules de lumière, et qu'il se crée nécessairement un tunnel entre vous et le destinataire. Et l'information va se loger dans son inconscient, voire dans son conscient, ce qui pourrait laisser supposer que lorsqu'on pense à quelqu'un, l'autre pense à vous, même si vous passez très rapidement. Raison pour laquelle, si vous croyez être enfermé dans votre tête, vous vous trompez lourdement. Tout le monde sait ce que pense tout le monde, avec un peu de pratique. Mais je fais une petite aparté. Par exemple, c'était après 45, pendant la guerre froide. Vous avez dans votre corps une signature. Elle est sous votre tête ou elle est dans votre corps. Cette signature-là, c'est une faiblesse énergétique. Cette faiblesse énergétique est détectable maintenant plus par intuition. Mais à l'époque, on appelait ça l'espionnage intuitif. Il faisait de l'espionnage. Ça veut dire qu'on repère chez une personne un endroit chez lui qui est facilement détectable ou qui est mesurable par un test électrodermal. La personne rentre à l'intérieur et vous permet de connaître ce que vous pensez. Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça date de l'après-guerre, peut-être même avant. Et finalement, tout le monde a cette possibilité maintenant. Ça a beaucoup évolué. L'intuition, on connaît la nature et les capacités de l'homme, de l'humain. Et ça évolue au même titre que la spiritualité évolue, que la technologie évolue. Il n'y a pas que la technologie qui évolue. Surtout où on voit l'endroit où elle nous emmène. De l'autre côté, il y a la spiritualité qui vient contrebalancer les erreurs ou les manipulations qui sont opérées sur nous et qui nous permettent finalement de prendre des directions qui ne sont pas nécessairement en accord avec la société. Est-ce que vous serez aimé pour ça? C'est pas sûr. Tout dépend du collectif. Voilà, mais il faut le savoir ça. Donc un test électrodermal et vous mesurez la signature et vous rentrez dans la pensée des autres. Donc c'est pas d'aujourd'hui. C'est vraiment pas quelque chose. Si je vous observe et que je me concentre sur vous, je sais ce que vous pensez. D'accord. Et ça ne cause vraiment aucun problème, en tout cas pas pour l'espionnite aiguë de l'après-guerre, mais que ça existe maintenant de manière tout à fait intuitive. Suivez votre intuition et la jante féminine est très développée, si je puis dire, de ce côté-là, plus que les hommes, c'est bien connu, mais qui fait que finalement, on arrive à ressentir tout ce qui se passe autour de nous. Il suffit juste d'y faire attention. Donc, on peut traduire tous ces ressentis et c'est la raison pour laquelle en ayant créé ce tunnel, quelque sorte, de lumière, où on va envoyer cette information, elle va être perçue automatiquement par l'autre personne. Donc, il convient d'avoir de bonnes pensées pour les autres et pour soi-même, ce qui n'est pas la plus mince mission sur cette terre, faut bien le reconnaître. Les ondes scalaires sont donc reconnues en médecine, il faut le savoir aussi, pouvant guérir de 1 à 3 jours. Il faut savoir que les cellules communiquent aussi par ondes scalaires. On parle, et notamment pour les praticiens, on parle le même langage. Le praticien envoie des ondes scalaires, elles sont perçues dans le cadre de leur réharmonisation et cette même cellule ou une cellule va communiquer avec sa voisine pour la réharmoniser. Quand vous avez une maladie sur un organe, il n'y a pas qu'une cellule qui est malade. C'est tout l'organe qui est malade, constitué d'une partie de ces 50 000 milliards de cellules. Donc, elle va communiquer à sa voisine l'information que le praticien va envoyer et la communiquer par onde scalaire à sa voisine. C'est pas une capacité, c'est pas un don. Mais utiliser les ondes scalaires, c'est mieux que d'utiliser du magnétisme, à mon sens. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le magnétiseur utilise sa propre énergie. Alors qu'avec les ondes scalaires, ce n'est pas du tout le cas. Il y a une préparation, certes, notamment pour les canaliser, pour monter en fréquence, pour donner les bonnes informations. Mais vous n'avez pas besoin de connaître la maladie. Vous travaillez directement au niveau des cellules, pas au niveau des conséquences. Donc on ne vient pas masquer. Le praticien ne va pas se préoccuper de la maladie que vous avez. Lui, il s'occupe directement de la cellule.
il détecte, en scannant la personne, il détecte la dépression énergétique qui, au travers du cœur ressenti, lui va le ressentir nécessairement et va pouvoir réharmoniser cette cellule-là qui va communiquer à sa voisine. J'espère que c'est clair. Ce qu'il faut voir chez le magnétiseur, c'est que il utilise sa propre énergie, elle va soit se déplacer, soit elle va revenir. Car l'énergie du dysfonctionnement, et ça c'est très important et c'est une de mes grandes questions, va se retrouver dans le collectif et non réharmonisée. Car la grande question qu'on peut se poser, c'est que quand vous avez déplacé ou fait bouger une énergie, où va cette énergie? Cette énergie est toujours là. Vous avez soigné un côté, mais où est partie cette énergie? On ne peut pas la transmuter? Sauf par onde scalaire. C'est une bonne question, excellente question. Oui. D'un autre côté, certaines pratiques déplacent l'énergie, mais où va-t-elle? Chez le voisin? Est-ce qu'elle continue de se déplacer dans votre corps? Est-ce qu'elle va chez le magnétiseur? J'en connais qui sont morts de ça, puisqu'ils avaient récupéré l'énergie qu'ils avaient eux-mêmes soignée. Qu'est-ce qui convertit et transmute? Ce sont les ondes scalaires, puisque c'est une réharmonisation de la cellule et un transfert énergétique. Si le praticien le fait, le CEF le fait, les colonnes du docteur Janesek aussi, d'accord? Là, on résout le problème définitivement, puisque la cellule, une fois réharmonisée, va communiquer avec sa voisine. Et l'effet est immédiat, de 1 à 3 jours. C'est reconnu en médecine. Il n'y a aucun problème avec ça. Et on va le voir dans les medbeds plus tard. La technologie medbed qui est en train d'arriver, si elle se confirme, et si on a des informations là-dessus, c'est important. On verra ce que ça donne. Mais en l'état actuel de nos connaissances, issues de la technologie de Tesla, qu'est-ce que l'on sait? Qu'il y a ces 3 méthodes, et à ma connaissance, pour l'instant, il n'y en a pas d'autres, pour avoir un résultat immédiat et que la maladie soit transmutée, ou les cellules dysfonctionnelles soient transmutées. Vous avez une autre idée, Elisabeth? Pour les medbeds, j'ai interviewé un ufologue français très réputé. Oui. Il a émis quelques questions sur les medbeds, Oui. cette technologie, Oui. en disant que la technologie existe certainement, eh bien, Oui. d'ailleurs, enfin, vraisemblablement Oui. d'ailleurs, qu'on nous les transmis pour qu'on l'utilise à bon escient, il émet quelques réserves. Alors, vous savez, à mon avis, il y a Tesla le disait, je crois, il disait, le problème n'est pas l'énergie, mais la connaissance. Oui, c'est ça. Justement, il avait fait une comparaison qui était assez intéressante, c'est de dire que par exemple, si un avion de chasse atterrit en Amazonie auprès d'une peuplade amazonienne, il est sûr que les gens qui trouvent cet avion puissent l'utiliser. Oui. Voilà, il y a aussi la connaissance. Il disait que ça existe, sûrement, mais est-ce que nous, on est assez évolué pour l'utiliser? Puis après, je parle même pas des dérives, de ce qu'on pourrait faire avec. Alors, c'est pour ça que moi, je me réfère, il y a d'autres produits quantiques que vous connaissez, dont on peut se poser la question. Moi, je m'appuie essentiellement d'abord sur ce que j'ai vécu, Oui. sur ce qui est pratiqué, ce sur quoi on a la connaissance. Mais attention, il ne faut pas mélanger la connaissance avec ce qui est porté à votre connaissance. En d'autres termes, la technologie MedBed, à mon avis, c'est bon, mais pas sur notre plan, et on va nous donner ça au fur et à mesure. Le problème aussi, c'est que l'humain, à chaque fois qu'on a quelque chose de extraordinaire, comme on va dire l'énergie libre ou Ah comme oui, le nucléaire, l'humain, bien souvent, n'est pas capable de garder l'avers de la médaille. Et souvent, il utilise le revers, donc comme le alors, nucléaire avec des bombes. je vais pondérer votre propos. Souvent, il utilise le revers, et c'est tout le problème de la pensée. Ça veut dire quel discernement on va apporter ou quelle crédibilité on va apporter à l'information qu'on veut bien vous donner, puisqu'on sait que tout est informationnel. Je prends un exemple. Alors, on va prendre des moutons dans un champ et on met le feu au champ. Tous les moutons partent dans le même sens. Oui, enfin, il y a le premier qui part et les autres qui suivent. Alors, je vais pas l'exprimer comme ça. Je vais simplement dire, et je donnerai le deuxième exemple après, c'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. D'accord. Ça veut dire que tout est intriqué. Ça a été fait à l'Université de Genève, c'est au CERN. On connaît tout ça, on coupe le photon en deux et on sait que l'intrication quantique, et c'est la raison pour laquelle on est tributaire du collectif et qu'on n'a que 5% qui sont nos propres pensées et pas 100%, c'est que, en fait, l'intrication quantique, ce que fait un photon, on balance 13 km d'un côté, 13 km de l'autre. Quand vous activez un des photons, l'autre réagit exactement de la même manière, voire même avant. Et quand je vous parle des moutons, vous mettez le feu à un champ de moutons, ils vont tous dans le même sens. Mais le mouton qui est à 3 km plus loin, il part exactement dans le même sens.
Et pourtant, il n'a pas le feu, lui. Ce qui veut bien dire que nous sommes tous intriqués les uns aux autres et que par énergie, énergétiquement parlant, nous sommes complètement liés les uns aux autres. Parce que ça reste une théorie, une vue de l'esprit en disant oui, mais on est tous liés les uns aux autres. Non, c'est prouvable et c'est démontré scientifiquement. Soit par cette expérience, prenons un autre exemple, qui serait les 99 singes. On leur apprend à nettoyer une noix de coco et le singe qui est sur une autre île, lui, il fait exactement pareil. Quand on revient au mouton, alors, est-ce qu'il y a une distance dans cette énergie quantique? Pour moi, il n'y en a pas, dès lors que vous y pensez. Mais pour autant, on voit bien que au niveau mondial, on voit bien que les moutons ont suivi. Donc, est-ce qu'il y a une distance dans l'intrication quantique? Je pense que non. Les tests qui ont été faits à l'Université de Genève, enfin au CERN, montrent 13 km d'un côté, 13 km de l'autre. Moi, je pense pas que ça se limite à 13 km. Puis là-dedans, on pourrait ajouter d'autres théories, comme la théorie des cordes, voilà, ou d'autres éléments qui viennent, en tout cas, les ondes scalaires sont la démonstration. Vous pouvez traverser la Terre par ondes scalaires de manière tout à fait... Moi, je soigne des personnes à distance, des amis, à droite à gauche par passion, parce que c'est mon truc, pas qui sont au Canada, qui sont au sud de l'Afrique ou ailleurs, peu importe. Elle n'a pas de distance. Vous traversez la Terre à une vitesse très vite. Voilà, ce qui n'est pas le cas du magnétisme. Ouais. En plus, c'est votre énergie. Donc, n'utilisez pas ce qui est connu, ou plutôt ce que nous a caché. Soyons clairs. Il fallait vendre du pétrole, d'accord? Oui, j'ai bien compris le concept. Hein, voilà, il fallait vendre tout ça. Ce génie-là s'est fait dilapider. On n'en serait pas là où nous en sommes. Donc, il faut pas mélanger ce qui est et ce qu'on veut bien que vous sachiez. Donc, quand on parlait de la technologie MedBed, moi, je pense que sur d'autres plans, c'est déjà développé. Sûrement, Ah, j'ai pas nié. Même l'ufologue, il n'a pas du tout nié. Il a dit que oui, ça existait vraisemblablement. bah, Mais voilà. est-ce que nous, humains, on est capable de l'utiliser? Et par là même, la question que moi je me pose, donc que lui n'a pas émise, c'est est-ce que l'humain ne va pas se servir de cette technologie pour manipuler encore les gens? On est parfait accord, Elisabeth. Et ça se passe tous les jours et vous le voyez tous les jours. C'est bien pour ça que les medbeds, à mon avis, il faut que l'humanité change de pensée collective, hein, donc moins de pensée guerrière, plus de pensée de paix, pour que ces medbeds soient efficients. C'est mon avis et n'engage que moi. Très bon lien sur ce que je vais dire maintenant, c'est que cette boue mémorielle, moi personnellement, je l'observe tous les jours, je la regarde. Je sais quelle est la forme manifestée de qui je suis, mais pas que. Quand je l'aurai épuré, je donnerai un grand coup de balai pour ce qui me concerne, pour repartir sur une nouvelle boîte de pétri, toute neuve, qu'on évoquait auparavant. Pour le moment, c'est là. Nous avons tous 60 000 à 80 000 pensées jour. Et donc 60 000 occasions de se détruire par jour. C'est ce qu'on appelle la dissociation entre la pensée et l'émotion, qui, je le rappelle, quand elle est associée, crée votre prière ou votre demande. Et donc, c'est le sentiment. Et quand vous parlez de guerre ou de choses comme ça m'amène à ça, c'est que là où les guerres actuelles, sachez qu'elles ne sont pas éteintes, car l'égrégore de guerre existe depuis 14-18 et bien avant. En préambule, je disais qu'on sortait de 26 000 ans d'âge. Depuis 14-18, pour ne parler que de la période récente. Oui. Ce qui veut dire que le dragon énergétique, je vais l'appeler énergie, mais je vais l'appeler dragon quand même, le dragon ne dort que d'un œil. Ça veut dire qu'en fait, il est assoupli. Et il est entretenu par la guerre avec votre conjoint, avec votre patron, avec votre garagiste. Et que on veut de la guerre. Finalement, on ne cherche que ça. Parce que on veut la paix. Toute pensée s'appuie sur sa pensée inverse. Vous ne pouvez pas connaître le noir sans connaître le blanc. Oui. Et l'inverse aussi. Hein. La dualité. Donc, ce que vous dites en conscience ou ce que vous voulez apparaître comme étant blanc ne s'appuie que sur le noir. Vous cherchez la paix. Vous ne voulez que la paix. Si vous l'avez ancrée en vous, eh bien, finalement, vous êtes en guerre. Et vous ne désirez que la guerre. C'est la guerre qui vous anime, qui va justifier le fait que dans votre pensée, vous souhaitiez la paix. Vous êtes la bienveillance, mais vous ne cherchez que les emmerdes. Et donc, vous allez militer pour quelque chose, sachez que ça s'appuie toujours sur l'inverse. C'est une gymnastique d'esprit, mais quand quelqu'un vous raconte quelque chose, sachez que ça s'appuie sur son inverse. Quelqu'un, moi, qui me raconte qu'il veut la paix, d'accord, mais ça s'appuie sur sa guerre, la sienne. Je parle de la sienne. Et qu'en fait, il ne cherche que la guerre pour justifier la paix et pour justifier son système. Et vous ne pouvez pas connaître le blanc sans connaître le noir.
On en revient toujours C'est la finalement. dualité, oui. Et en fait, c'est cet ensemble-là qui vous est constitutif. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vous racontent de belles choses et qui sont très bien tournés politiquement. Mais je peux vous dire que c'est devenu un jeu. Je mets certaines chaînes d'information. Maintenant, ça me fait rire. Et quand je pense que le collectif est ancré là-dedans, quand on vous le répète H24, parce que c'est bien de H24 dont on parle, inévitablement, ça reste imprégné en vous. Et c'est ce collectif-là que nous subissons tous les jours. Tous les jours, on est imprégné de ce collectif, que vous soyez dans un studio de télévision là-bas ou que vous soyez ici. Il n'en reste pas moins que vous recevez l'information. Elle fait partie de vos 400 milliards. Elle est énergétique et par transfert énergétique, intrication quantique, elle passe chez vous, que vous le vouliez ou non. Je comprends bien. En revanche, de manière individuelle, pour revenir à la guerre là, et la paix, moi, quand je veux la paix, je veux la paix. Je veux pas son contraire. Oui, parce que vous vivez la guerre. Parce que même si vous la voulez pas, vous la vivez parce qu'elle est en vous. Elle est énergétiquement en vous. Pas nécessairement par le collectif, bien qu'il en fasse partie, mais aussi par votre histoire. Et vous en avez une, Elisabeth. Oui, on a tous une histoire, bien sûr. Oui. Eh ben, elle est toujours ancrée chez vous. Et elle est transgénérationnelle. Donc, il faut arriver à couper les liens avec sa propre guerre transgénérationnelle. C'est aussi ce sur quoi il faudrait travailler, éliminer sa propre guerre. Non, c'est pas éliminer sa propre guerre, c'est la reconnaître. Vous avez déjà fait 50% du job. Regardez chez qui et avec qui vous êtes en guerre et d'où elle vient. Regardez chez vous. Oui, bien sûr. Peut-être que le mot est un peu fort, guerre. Je veux dire Non, de non, manière mais individuelle. non. Allons-y comme ça. Qu'est-ce que ça réveille quand vous avez un président qui vous dit vous êtes en guerre pour une maladie? Je suis d'accord avec ça. Je parlais de manière individuelle. Je ne parle pas du discours ambiant. Et effectivement, quand on nous parle de guerre, pour parler d'une maladie, c'est vrai que c'est Oui. très choquant. Oui, mais c'est la vôtre de guerre. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous parlez de guerre, c'est que vous l'êtes. Ça veut dire que c'est votre guerre. Mais c'est pas moi qui ai parlé de guerre. C'est vous qui avez Non, non, parlé mais de guerre. Et oui, c'est oui, oui. voilà, le président qui a parlé de guerre. Oui, parce que c'est l'exemple le plus Ouais, frappant en ce moment, qui nous occupe tous, mais que dès lors qu'il y a un collectif qui vous a, ou une autorité, on peut prendre l'exemple de Milgram, je ne sais pas si vous avez ouais, bien regardé sûr, bien Œil sûr. comme Icare et ainsi de suite. Et donc, on reçoit cette influence, on reçoit cette information, qu'on le veuille ou non. On peut en rigoler, mais n'empêche qu'elle est entrée. Elle va arriver au fil du temps. Si on vous le dit, surtout sur une autorité, elle va devenir vôtre parce qu'elle va réactiver des mémoires cellulaires ou des mémoires transgénérationnelles ou des énergies mémorielles que vous avez vécues et qui vont se réactiver et que vous allez traduire dans le présent. Alors vous dites, vous voulez la paix, mais reconnaissez déjà votre guerre, celle que vous menez contre vous-même, ne serait-ce que celle-ci. Il faut être un peu bienveillant avec soi-même. On va parler de guerre contre nous. Après, il y a aussi un narratif que peut-être il faudrait oublier. Je vais vous donner quelque chose, je veux dire, qui est très facile à faire. C'est je désactive toute hostilité en moi. C'est une phrase simple. Vous la répétez en boucle. C'est très bien. Et là, il est plus question de savoir si vous êtes en guerre, pas en guerre, qui a fait quoi. On s'en moque. C'est pas notre problème. J'adhère plus à ça. Voilà. Vous fermez les yeux. Vous mettez la main sur votre cœur, parce que ça, je vais y venir. Et puis, vous désactivez toute hostilité en vous. Puis on peut peut-être prendre un CEF pour démultiplier. Le CEF a son activité, on peut prendre le CEF, on peut aller voir un praticien, peu importe la méthode que vous utilisez. L'important, c'est d'en utiliser une. Mais il y a une culture chez nous où il faut absolument se déplacer. Il faut absolument aller payer pour ça. Parce que plus c'est cher, plus c'est curatif. C'est faux. On peut maintenant, au travers des CEF, des correcteurs d'état fonctionnel, ou de manière pratique avec un praticien ou avec ces colonnes donc, que j'évoquais auparavant, trouver des solutions et des réharmonisations de son être qui n'est nécessairement que cellulaire. Ça peut pas être autre chose. Vous déclenchez une émotion que par votre pensée. Et donc, c'est elle qui induit tout le système. Mais cette pensée, elle arrive par le collectif. Elle arrive par votre glande pituitaire. Qui vous envoyez? À qui êtes-vous connecté? Qu'est-ce qui fait que vous êtes en guerre contre vous? Qui vous a envoyé cette information? La conscience n'a jamais été interne. On n'a jamais trouvé une pensée dans un cerveau. Pourtant, on a ouvert celui de Kennedy et celui de Einstein. On n'a jamais trouvé une pensée dans un cerveau. On n'y a même pas trouvé une conscience. Donc, ça vient bien du champ informationnel quantique ou un autre champ informationnel qui va alimenter une mémoire
cellulaire et que de cette mémoire cellulaire, vous allez les réactiver pour l'épurer. C'est rentrer chez vous, par votre éducation, par la sociale, par le politique, par tout ce que vous voulez. C'est chez vous, voire déclencheur de maladie, voire d'accident, qui fait que vous pensez ce que vous pensez. Et que pour vous, vous avez raison. Et vous avez raison. Pour vous. Mais c'est votre pensée, hein. Mais d'où vient cette pensée? Qui vous l'a mis? Et qui va devenir vrai pour vous ou qui va être tenu pour vrai pour vous? Quelle est cette information? Quelle qu'elle soit, de quelque nature. Donc quand on prie pour quelqu'un, et là on en vient à la prière ou la demande, finalement, on prie contre autre chose. Et on ne fait que alimenter l'égrégore ou l'énergie de laquelle on dépend. On ne fait que ça. Qu'est-ce que vous allez tenir pour vrai dans l'information que vous recevez? Ça, c'est une grande question, hein. Oui, mais en fait, je suis un petit peu embêtée avec l'idée parce qu'on émet, en fait, on pense le contraire. C'est vrai que ça m'interpelle, mais on pense le contraire parce qu'il y a 95% des pensées qui ne sont pas les nôtres. Mais Oui. il y a quand même nos 5% qui sont à nous. Et donc, celles-là qu'il faudrait arriver à modifier. Les 5% qui vous appartiennent, ce sont les 5% de ce que vous allez déduire des 95% que vous avez reçus D'accord. et qui ne sont pas nécessairement les vôtres. Oui. Elles ne sont pas les vôtres. Et en fait, je le qualifierais de la manière suivante, c'est que ces 5%, c'est votre déduction, c'est votre discernement, c'est votre conscience. Oui. C'est ça, les 5%. Et c'est avec Pour ces moi, 5% qu'on peut essayer de faire un monde meilleur. pourquoi vous voulez un monde meilleur? S'il y a une personne vraiment qui doit être meilleure, c'est vous. Avec nos 5%, on va contribuer, si on est soi-même meilleur, on va envoyer dans l'inconscient collectif des choses meilleures et donc on va parvenir à changer les choses. Alors, Franck Lobvel explique très bien. Prenez soin de votre grain de sable. Ça veut dire occupez-vous de vous. Et Si vous si voulez une chacun, place, dans ces 5%, améliore son monde, application quantique, la plage exactement. sera beaucoup plus belle. Si chacun prend soin de son grain de sable. C'est Oui, comme ça c'est qu'on ça, fait ouais. passer un collectif ou une idée. Pas en allant se battre avec le grain de sable du voisin. Je suis d'accord avec ça. Rien que pour ces 5%, je comprends que le travail soit pas facile. Il l'est pas, il peut pas l'être. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est s'atteler à augmenter, peut-être à 15%. Et pour ça, il faut sortir du système et ne plus alimenter nos égrégores auxquels nous appartenons. Un égrégore, tout est énergie. Ouais. On expliquait dans la densification du cerveau, si c'est pas densifié, ça n'existe pas, ou très peu. Donc, quelle importance vous allez donner à ce que vous voyez ou à ce que vous vivez? Si vous êtes dans un égrégore terroriste, il y a toutes les chances que vous soyez terroriste. J'ai bien compris. À chaque fois, vous donnez des exemples de guerre, comme les terroristes. Donnez des exemples de choses bienveillantes. Des choses bienveillantes. Oui, parce que du coup, vos propos alimentent l'égrégore. Oui, alors je peux continuer en prenant un égrégore tout simple, comme je vous l'avais dit au départ. Si je m'étais appelé Amour, j'aurais pas eu le même destin que si je m'étais appelé Richard. J'aurais pas les mêmes pensées. Mais ça veut bien dire qu'au travers, pas seulement pour la démonstration du jour, mais que je ne parle pas de guerre entre-temps, hein. Oui, oui, bien sûr. Mais si vous voulez, je peux vous parler maintenant d'un égrégore d'amour, ne serait-ce que par le fait que dans mon vécu et au travers de mes expériences, je n'ai que ça. Nous ne sommes que ça à la base. Et c'est bien pour ça que on vient teinter notre tube d'égrégore tel que je peux l'évoquer là si on parle de guerre. D'accord. Pour revenir aux ondes scalaires, les applications dans la vie de tous les jours, comment on peut les utiliser pour avancer dans la vie, pour être en meilleure forme, voilà, je sais pas quelles sont les applications. Est-ce que vous pouvez m'en parler? Oui, je peux vous en parler. Croyez-vous qu'avec 5%, vous puissiez décider de votre vie? Donc, je pense que la première chose à faire, c'est prendre ce qui vient, d'être le blanc et le noir, le yin et le yang. Donc, il va falloir s'accepter dans toutes ces polarités, positives ou négatives. On est dans la dualité, on est d'accord là-dessus. Je vous ai donné une phrase, mais cette phrase-là est importante, c'est d'arriver à désactiver tout. Ça veut dire qu'en fait, je ne vois pas d'autre solution que de déporter le cerveau vers le cœur. Et il y a une manière de faire pour ça. Donc la conscience, finalement, s'opère par l'énergie que nous portons et l'information. Or, sur quoi nous portons nos attentions, et on l'a évoqué auparavant, c'est sur la peur. Parce qu'il y a des mots qu'on ne veut pas entendre. Parce qu'elles sont des clés vibratoires et qu'elles viennent impacter chez nous. Nous participons tous à ce qui se passe dans le monde rien que parce que nous existons et par intrication. Donc le sentiment vient de notre cœur et c'est le seul moyen, c'est de déporter l'attention vers le cœur. Il y a des possibilités quantiques. Nous transmettons nos vibrations par la conscience qui en permet l'interprétation, l'énergie et la compréhension. C'est la conscience qui crée notre univers.
On voit donc que ce qui est inconscient se traduit dans la matière tôt ou tard. Donc on voit très bien que dans notre appréhension de la vie, on a plusieurs méthodes. Soit vous vivez l'émotion, soit vous l'édulcorez, soit vous la mettez sous le tapis, soit vous trouvez un coupable. La meilleure solution, c'est de vivre ces émotions, quelle que soit la nature de nos propos, et d'en assumer la responsabilité. C'est de cette responsabilité-là que vous allez pouvoir le vivre. Mais si vous l'édulcorez, soit la mettez sous le tapis, ou si vous cherchez un coupable, vous n'avez aucune chance d'épurer cette boue mémorielle. D'accord. Ces parts sont totalement inconscientes. On le voit très bien. Donc on voit très bien que nous sommes dans un monde holographique. Je vais l'appeler holographique quantique. Nous sommes des modèles holographiques de ce monde, des sacs de particules actifs en énergie. En modifiant notre cœur, nous modifions la perception des autres. Elle est là, la solution. J'en vois pas d'autre, personnellement. En modifiant notre cœur, nous modifions la perception des autres, car les photons qui interagissent, il faut d'abord amener une compréhension. Les photons qui interagissent entre eux, peu importe la distance, et parce que tout le monde agit dans le même champ holographique. C'est ainsi que l'on rentre en résonance avec le monde et qu'on ne vient pas en opposition, en alimentant en même temps son propre système. On fait du mal aux autres, mais en plus de ça, on fait du mal à soi. Et ça reste en mémoire. D'accord ? Donc c'est en rentrant en résonance avec d'autres, en ayant ce langage du cœur, qu'on va pouvoir enfin rentrer en résonance avec quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que la plage va devenir plus belle. Si nous nous demandons la paix pour un pays, on prie contre son agresseur. Et ça ne s'arrête jamais. C'est parce qu'on est dans le cerveau et qu'on n'est pas dans le cœur. Et c'est toutes ces informations-là qui sont tenues pour vraies qui vont déclencher l'égrégore en question, ou en tout cas l'alimenter. D'où la souffrance que nous créons à l'endroit des conflits et que l'on alimente pour soi-même. Tout ça est perçu dans l'inconscient collectif. Voilà. En créant ce champ d'énergie collectif, ça veut dire de langage du cœur, que on l'envoie au cerveau et que on formule consciemment ou inconsciemment une prière. Le cerveau va donner vie à ce qui est dans votre cœur. Et ça, c'est le sentiment, qui possède des neurones tout à fait spécifiques, environ 60 000. Ainsi que vous priez en conscience du sentiment du cœur, qui est l'association de l'émotion et de la pensée, et pas que de l'un ou de l'autre. Ainsi, ce que vous priez en conscience du sentiment du cœur se révèle par une formule. Ça veut dire qu'on sait maintenant, des scientifiques se sont penchés dessus, se révèle par une formule qui est la racine carrée de 1%. Ce qui veut dire que pour une ville de 1 million d'habitants, vous obtenez 100 personnes qui prient, qui ont la même intention de cœur, oui, en alliant l'émotion et donc la même cible. Vous allez prier pour 1 million de personnes. D'accord. Qui vont rentrer en résonance avec vous. Si 100 personnes connaissent ce langage de paix, alors l'impact énergétique sera pour 1 million. Okay. Donc, le cerveau est le seul organe non polarisé, il faut le savoir, et que pour que le cerveau, qui est dans la dualité, cerveau droit, cerveau gauche, émotionnel, cartésien, va remettre tout en doute. Je vous donne une deuxième possibilité qui vous appartient, mais qui est très facile à faire. Vous mettez votre main, vos doigts sur le cœur, oui, d'accord ? Vous fermez les yeux, vous ralentissez votre respiration et vous rentrez en quelque sorte en cohérence cardiaque. Ah ouais, je vois très bien. Vous, le chimiste devient votre cœur. Et comme il vous donnera toujours la meilleure solution et la bonne solution. Pourquoi ? Parce que vous allez changer la chimie de votre corps. Et à tout votre corps, vous déportez du cerveau au cœur. Le cœur est 5000 fois plus électromagnétique et 100 fois plus électrique que le cerveau. Oui. Simplement, il n'est pas polarisé. Et donc, lui, la solution, cette solution de paix qu'on est en train de rechercher, en fait, elle se manifeste dans le physique. Et vous pouvez la manifester comme ça, parce que là, en changeant la chimie du corps, vous changez vos pensées. Mais c'est plus vos pensées intellectuelles, ce sont vos pensées du cœur, du langage du cœur, sur lequel une autre personne, peu importe qui, on s'en moque, va rentrer en résonance. Et comme ça devient une force d'attraction, puisqu'il est 5000 fois plus magnétique, vous allez nécessairement l'attirer à vous. Ou c'est vous qui irez le voir, peu importe. C'est pas ça vraiment qui est important. C'est que en énergie, en pensée, en parole du cœur, il va rentrer en harmonie avec vous. Et vous n'aurez rien besoin de dire. L'important, c'est que ça se passe. Ce n'est que de l'énergie. D'accord. C'est rentrer en compassion, pas en empathie. L'empathie, c'est prendre de l'énergie aux autres, ou en tout cas en donner. Non, c'est la compassion. La compassion est la solution. Mais la compassion ne juge pas. La compassion n'a aucun parti pris. La compassion est.
Elle n'a pas d'autre solution que d'être. Elle ne dépend d'aucun égrégore, d'aucune énergie, d'aucune information, d'aucune situation. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence. J'ai pas dit que c'était simple. Je dis que c'est ce qu'il faut faire. Au moins commencer par le faire. Et après, ça viendra. Mais déjà là, on a un embryon. D'accord. Je peux vous dire, et je vais clôturer là-dessus, c'est que on peut mesurer, je vais l'expliquer de la manière suivante. On peut mesurer la conscience mondiale. Vous croyez être seul et en fait, vous ne l'êtes pas du tout. Et je vais vous donner une expérience qui s'est produite le 11 septembre. Tout le monde sait ce qu'il faisait le 11 septembre. Alors, il faut savoir qu'à l'université de Princeton, il y a un ordinateur au monde qui, au travers de capteurs répartis partout dans le monde, permet d'analyser la conscience collective du monde. Cette ligne graphique est relativement plate. Elle fluctue normalement, hein, ça veut dire qu'elle est assez basse par rapport à la référence, à la ligne de référence. Et qu'est-ce qui se passe le 11 septembre? Vous allez voir le principe de l'intrication et en même temps de l'émotion ou de ce qui s'y passe. Et ça, c'est calculé. Hein. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'un d'ordinateur. Hein. Le 11 septembre, elle fait un pic inconsidéré. C'est-à-dire on voit monter très clairement la ligne. Car tout le monde va focaliser sa conscience à un endroit. Donc, on dit bien les tours jumelles. On voit que toute la conscience collective est dirigée là-bas. Le plus étonnant n'est pas le 11. En tout cas, moi, ce qui m'avait frappé, c'est qu'en fait, c'est le 10 que la courbe commence à monter. Moi, je vais vous donner mon interprétation. Pourquoi elle commence à monter le 10 alors que l'événement a lieu le 11? Soit c'est une énergie que manifeste le monde inconsciemment et alors à ce moment-là, on peut être dans le cadre d'une prédiction. Nous sommes dans le prémonitoire, énergétiquement parlant, c'est-à-dire que quelque chose va se passer, un peu comme un animal. Un chat, la cheminée prend feu, il est parti 30 secondes avant. Hein. Lui, il sait. Mais j'ai pas la prétention d'être au niveau du chat. Soit, et donc on peut prédire cet événement, soit certaines personnes étaient suffisamment bien informées de ce qui allait se passer et à leur insu ou inconsciemment, elles délivrent un message ou énergie suffisante de leurs pensées qui vont être traduites dans l'ordinateur. Je vous laisse juger. Ça, c'est mes deux interprétations. Normalement, c'est la première, ce qui veut dire que on a vraiment cette aura, cette énergie. On a tous notre signature énergétique. On a tous cette intrication. Ça paraît un peu béni-oui-oui ou spirituel. On est tous un, oui, bon. Non, mais Okay. en même temps, on est tous responsables de ce qui se passe, quoi. C'est ce que veut dire. Oui, c'est surtout ça. Voilà, c'est la conclusion. Donc, si on est tous responsables, on a tous notre rôle à jouer pour changer les choses. Bah, tous notre rôle à jouer. Ce que je voulais amener ici, c'était une mise en évidence de ce qui apparaît des vues de l'esprit pour beaucoup, mais qu'on est capable maintenant de le matérialiser, soit au travers des CEF, soit au travers des praticiens, soit on est capable maintenant de mettre des chiffres dans la pensée, dans la vibration du cœur. On est capable d'évaluer le nombre de pensées. Tout ça s'explique. On était incapable de le faire il y a 15 ans en arrière. Maintenant, on sait faire. On sait dire, on sait calculer, on sait mesurer tout ça et donner des explications à ce qui était irrationnel. On n'a pas expliqué la télépathie et pourtant elle s'explique. Je finirai là-dessus. Très bien. Merci Richard d'avoir répondu à ces questions sur les ondes scalaires. Merci à vous. C'était un plaisir. Merci à vous. À très vite.